les effets de ce molécule les unes avec les autres. Au moment du gaucho et tout le foin qu'avaient fait les apiculteurs, on a aussi abordé le problème des associations. Et donc la DGL déclare nous allons prendre le problème en main. Donc ils ont défini une norme pour juger de l'effet de l'utilisation de plusieurs molécules ensemble, et donc des effets de synergie. Et le résultat, ça a été que toutes les associations qui étaient utilisées dans la pratique courante de l'agriculture ont été autorisées. Alors qu'on sait très bien que les synergies, ça n'est pas une légende. Que l'effet synergique, il est rarement en faveur de l'être vivant. Quand on sait que les paysans, il y a 20 ans en arrière, que tu mettais un herbicide et un insecticide en même temps sur les cultures, mais ils faisaient tout crever sur leur passage. Là, à l'heure actuelle, on perd entre 40 et 50% de nos productions encore. Malgré que le gaucho soit interdit sur maïs et tournesol. Mais avec maintenant des nouveaux traitements comme le karatéka qu'ils ont passé dans les maïs cette année. Il y avait une infestation de pucerons que nous, apiculteurs, on n'a pas vraiment vu dans les maïs. Et le problème, c'est que les agriculteurs ont traité avec un produit, le karatéka, qui est toléré sur le maïs, mais qui est interdit sur la fleur de maïs. Et les agriculteurs ont traité de deux manières différentes, soit avec un produit autorisé, mais de manière tout à fait illégale, en pleine journée, ils n'ont absolument pas le droit, donc ils ont décimé les abeilles, ou alors avec des produits non homologués, des produits défendus en période de floraison sur les maïs, et en plus de cela, en pleine journée, donc double erreur, quoi qu'il en soit, d'une manière tout à fait illégale, ils ont traité, et ça a décimé tout espoir de faire une récolte normale. Et le mal est très profond, vu que ce n'est pas localisé sur un secteur, mais c'est vraiment sur tout le département de la Vendée que les abeilles ont été touchées, plus ou moins de manière flagrante, c'est-à-dire soit on a des dépopulations, soit on retrouve les colonies d'abeilles totalement mortes, et surtout absence quasiment totale de récolte. Vous voyez, des abeilles qui sont en train de ce que l'on appelle chasser. Vous voyez comment elles font à l'autre abeille? Elles la chopent, il y a quelque chose qui n'est pas normal, donc elles viennent toutes la sentir, elles l'empêchent de rentrer, elles la bloquent. En Vendée, notre réactivité a été immédiate, a permis aux forces de l'ordre et aux forces de justice d'intervenir extrêmement vite pour pallier aux carences de l'administration, puisqu'il a été impossible de faire déplacer les services vétérinaires ou le service régional de la protection des végétaux dans un délai pertinent. Donc impossible de faire la démonstration. Heureusement, la gendarmerie nationale a fait son travail. Heureusement, des vétérinaires libéraux ont pu intervenir et nous avons pu faire des prélèvements et envoyer en analyse et des constats, des plaintes nombreuses. Nous arrivons à un total de 7000 ruches environ qui ont été déclarées comme étant sinistrées sur la Vendée. Nous arrivons à un chiffre quand même assez impressionnant. Alors on avait une montée de nectar tout à fait normale dans les ruches et d'un coup on a commencé à avoir des abeilles qui tremblaient aux entrées de ruches. On avait des ruches avec des signes très forts d'intoxication, jusqu'à 3 cm d'abeilles mortes en ou dans les nourrisseurs. On ouvrait, les abeilles tremblaient même à l'intérieur des ruches. Donc on voit bien que c'est le système nerveux des abeilles qui sont touchés. Elles ne tremblent pas comme ça, surtout que l'abeille, elles allaient très bien. Et ce phénomène est apparu en même temps que sont apparus les signaux d'alerte, les bulletins d'alerte distribués aux agriculteurs pour traiter les pucerons. Donc on l'a appris par le biais d'agriculteurs que nous connaissons très bien, l'emploi de karatéka, donc d'un produit strictement défendu, et l'observation des troubles dans les ruchers. Les produits ont été utilisés en pleine fleur, alors que certains n'étaient homologués qu'avant floraison. Ils ont été utilisés en pleine journée, en pleine chaleur, avec des abeilles butinant
sur les maïs, à droite un champ de tournesol en pleine fleur, à gauche une luzerne en pleine fleur, un peu de vent pour bien diffuser tout ça, et dans les heures qui suivent, des abeilles qui tombent par milliers au sol. Donc il y a eu plusieurs jours de traitement, apparition des phénomènes, maintien des traitements, constat des intoxications, apiculteurs et gendarmes sur le terrain. Et là, les fourgonnettes de la gendarmerie circulent dans le marais qui est plat, comme vous le savez, comme tout, et ça se repère de loin. Et là, disparition des enjambeurs. Ils rentrent tous au garage. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose de pas correct. Quand ils ont dit « Ouh là 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 là, ça y est, il y a la police ». Nous les abeilles, nous on les aime, avec du miel sans OGM, sans crisère, sans colon d'Asie, nous la génération icône, nous les abeilles, nous on les aime. Le Cruiser, donc la matière active du Cruiser, le thiaméthoxam, appartient à la famille des nicotinoïdes. Donc c'est une famille technique bien identifiée, bien précise, avec des modes d'action connus. Et c'est la même famille chimique, en fait, que le produit imidaclopride, Gaucho, ou clothianidine, Poncho, donc de Bayer. Donc c'est une famille cousin-cousine, avec des modes d'action assez similaires, mais chacun a ses propres spécificités. Cousin-cousine, on reste dans la même famille, et c'est ce qui semble terrifier les apiculteurs. Alors le Cruiser, c'est donc un produit de chez Syngenta, qui est un enrobage de semences de maïs avec du thiaméthoxam, qui est un petit cousin du Gaucho et du Régent, pour parler simplement. Donc on a quelques informations sur le Cruiser, c'est-à-dire que l'étude de toxicité qui a été faite par l'Allemagne pour obtenir l'AMM de cette spécialité commerciale, eh bien, le dosage en France apparemment n'est pas le même. On a ce genre de matière active en Allemagne, c'est autour d'un peu plus de 60 grammes à l'hectare. Et là, apparemment, on se retrouve sur la spécialité commercialisée en France à peu près 80 grammes à l'hectare. Donc ça fait une grosse différence pour ce genre de molécules. Et quand on sait aujourd'hui que quelques milliardièmes de grammes suffisent à tuer les abeilles, on est en droit de s'interroger, de demander beaucoup plus de précautions et de revenir en arrière s'il y a besoin, quoi. Voilà. La situation de l'apiculture française aujourd'hui est difficile et compliquée pour des raisons donc variées. On a évoqué la biodiversité, on a évoqué les pratiques apicoles, on a évoqué des pressions de certains parasites, de certaines maladies. Donc évidemment, chaque fois qu'arrive un nouvel insecticide, les apiculteurs donc, se disent, ben voilà, on a peut-être trouvé le responsable de tous nos maux. Là, actuellement, il y a beaucoup de bruit sur un nouvel insecticide qui vient d'être autorisé. Le produit n'a pas encore été appliqué. Attendons que le produit soit appliqué. Et le produit a été évalué, réévalué par les autorités chargées de l'évaluation en France. Mais ce produit est également autorisé dans de très nombreux pays au monde depuis plusieurs années. Et il n'y a pas de problème. Mais non, monsieur Bocquet, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il donc que l'Allemagne, le 15 mai 2008, ait suspendu l'autorisation du Cruiser en raison de pertes catastrophiques de colonies d'abeilles dans certaines régions du pays? Notons bien que selon monsieur Bocquet, le porte-parole de Monsanto, de Bayer, de BASF, de Dupont, de Syngenta, etc., notons bien que le Cruiser a été évalué et réévalué par les autorités d'évaluation. Alors, donc moi je suis Jean-Paul Faucon, je suis responsable de l'unité de recherche sur les maladies des abeilles à l'AFSA de Sophia Antipolis. Voilà, donc on travaille toute l'année sur les abeilles, leurs maladies, les contaminations qu'elles subissent. On fait des recherches sur les maladies, sur les toxiques. C'est moi qui dirige les recherches, tout au moins qui donne les grandes impulsions, qui décide des axes de recherche. Bon, après, chacun a sa spécialité, qui dans la bactériologie, qui dans l'analyse chimique, parce qu'au point de vue chimie, recherche de résidus, il faut de plus en plus de méthodes sophistiquées qui demandent vraiment des spécialistes qui ne font que ça. Mais ils ont besoin d'une personne qui regroupe la connaissance abeille en général, mais ça s'inscrit dans les grandes thématiques de l'AFSA qui sont d'une part la qualité des aliments et la sécurité des consommateurs.
Donc, non, enfin, la qualité des aliments, sécurité du consommateur, c'est la même chose, excusez-moi. Mais ensuite, sécurité pour l'abeille et pour les animaux. C'est-à-dire qu'il faut que l'abeille vive parfaitement et qu'elle produise des produits sains et de qualité. Voilà. Donc, on travaille sur ces deux axes. Et évidemment, les axes actuels les plus importants, c'est la recherche des toxiques et des pesticides. Hein. Il y a toute une polémique, toute une discussion qui se fait au niveau national, au niveau même international, sur le rôle des pesticides, sur le devenir des abeilles. Donc évidemment, on est en première ligne, puisque c'est nous qui devons répondre. Est-ce que l'abeille souffre ou non? Est-ce qu'il y a des problèmes, ainsi de suite. Et l'État, les politiques attendent nos réponses. Monsieur Faucon est tellement perturbé d'être en première ligne qu'il en oublie totalement quelles sont les finalités de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Et on le conçoit aisément. Si les objectifs de l'AFSA étaient réellement la sécurité alimentaire et la protection du consommateur, cela se saurait depuis bien longtemps. Écoutons maintenant monsieur Faucon nous exposer une des méthodologies de travail de l'AFSA. On met 14 ruchers dispersés dans toute la France et on ramasse tous les mois le pollen. Et on analyse le pollen. Analyse au niveau toxicologique. Dans certains cas, il n'y a rien. Dans certains cas, on trouve des traces de machins, de bidules, enfin, de différents trucs. De la science pure et dure. Nous l'avons bien compris, les laboratoires de l'AFSA recherchent des machins, des bidules et des trucs. Bien sûr, non mais il faut aussi s'enlever de l'idée que quand même que les autorisations de mise sur le marché, c'est donné comme ça à la va-vite. Non. Peut-être il y a quelques années, on était moins strict maintenant. Toute société évolue, c'est certain, petit à petit, on améliore les choses et tout, et on se rend compte qu'il faut prendre en compte non pas seulement la mortalité aiguë, ou l'action aiguë aussi bien sur l'abeille que sur les individus, mais qu'il faut voir l'action à long terme. Pas à la va-vite, mais un petit peu quand même. L'AFSA autorise le cruiser en novembre 2007, après seulement 2 mois d'investigation, en se fondant sur les autorisations allemandes qui furent suspendues quelques mois plus tard. Il est vrai que l'autorisation de l'AFSA avait été assortie de certaines recommandations d'isolement des ruches. C'est-à-dire que dans le premier avis de l'AFSA, enfin nous c'est ce qui nous a fait bondir, alors après le deuxième avis ça a été retiré, mais il parlait de distance, de mise à distance des ruches de 3 km. Mais selon M. Faucon, est-il réellement possible d'isoler les ruches de 3 km? Vous avez une difficulté énorme en apiculture pour produire bio. D'une part, c'est les zones de butinage, je vous l'ai bien expliqué. Il faut aller trouver quand même des ruches qui sont isolées au moins de 3 km de toute culture. Hein. Ça, il faut déjà quand même le faire. Hein. Le ridicule ne tue pas. L'AFSA préconise par la voix de son porte-parole, M. Faucon, une distance de 3 km pour protéger les abeilles du cruiser, alors que ce dernier considère l'appellation bio comme étant totalement farfelue, de par l'impossibilité d'isoler des ruches de 3 km de toute culture conventionnelle. En suivant ce raisonnement, nous, moi qui bosse du côté de la plaine de Bièvre, nous on exploite les lignes de moraine, enfin les bois d'acacia et de châtaignier. En contrebas, il y a la plaine, où sont cultivés les céréales, le maïs, enfin tout ça. Ça veut dire qu'il faut... Nous, sur ces bandes-là, on fait des milliers de tonnes de miel. Hein, tous les apiculteurs de PACA viennent dans ces coins-là. Ça veut dire qu'il aurait fallu quitter ces zones-là pour aller où? Étant donné que du maïs, il y en a 3 millions d'hectares au moins, et qui courent quasiment l'ensemble du territoire. Hein. Il est déjà utilisé en Allemagne et en Italie. Les dégâts ont été immédiats. Depuis quelques semaines, au moment où je vous parle, l'Allemagne a décidé de suspendre l'autorisation de commercialisation du poncho, pendant que la France, elle, dit on va l'autoriser. Et en Italie, ce sont des centaines de milliers de colonies qui, pour la 3e année, sont détruites au moment des semis uniquement par les poussières qui retombent sur la rosée ou dans les flaques d'eau. Ils ont dû faire la transhumance à l'envers, c'est-à-dire au lieu de descendre vers les zones de culture, une période de l'année où elles ont beaucoup de fleurs, les apiculteurs, qui le pouvaient, ont dû fuir ces zones-là, remonter les ruches dans les montagnes où il faisait très froid, où les colonies se sont effondrées justement parce qu'il faisait trop froid, il n'y avait pas de fleurs. Donc la ponte s'est arrêtée, les colonies sont restées chétives, mais au moins elles ont été vivantes. Ceux qui les ont laissées, ne pouvant pas les bouger, ont vu leurs ruches entièrement détruites par les poussières. Nous les abeilles, nous on les aime, avec du miel sans OGM. Sans cruiser, sans frelon d'Asie, nous la génération écologie, nous les abeilles, nous on les aime.
été entendus, ça n'a pas été suivi d'effet puisque l'autorisation a été accordée, malgré tous les éléments qu'on a pu apporter au ministère, malgré tous les éléments qu'on a pu donner à l'AFSA. On n'a pas été entendu, il y avait une volonté d'autoriser, c'était ni plus ni moins qu'un marché. On avait suspendu les OGM, fallait qu'on donne une protection au maïs, donc on a autorisé le Creuser. C'est un grand marché de dupes. Et là, on a vu que le Grenelle de l'environnement, qui avait pourtant été porteur d'espoir, sur ce sujet tout particulièrement de pesticides Creuser, n'a absolument pas apporté la sécurité. Les pesticides détruisent nos abeilles et sont parfois vecteurs de stérilité. Alors, il est certain que si des mâles, au moment où ils sont à l'état larvaire et où ils sont nourris avec des pollens qui sont contaminés avec certaines matières actives, il y a un risque qui est à analyser, à mesurer, à quantifier, un risque de perturber leur fertilité. Ça, c'est évident. À partir du moment où la nourriture est altérée, on peut envisager qu'il y ait effectivement des problèmes. C'est une hypothèse que ces produits pourraient altérer la fertilité des mâles et on ne peut pas la négliger. Il faut qu'il y ait des travaux scientifiques qui le confirment. On peut fortement soupçonner qu'il y a des risques. Donc pour avoir des reines de qualité, des fécondations de qualité, il faut se mettre dans des secteurs protégés. Les jeunes reines qui vont naître, que les abeilles ont préparées donc, vont se faire féconder. Et bien les 3/4 du temps, maintenant, on a beaucoup de ces jeunes reines qui sont très mal fécondées ou qui ne vont pas marcher, qui ont un problème de fécondation. Ou qui provient des reines et de ce qui se passe au niveau de leur métabolisme, ou des mâles, puisque ça a été dit par des scientifiques à juste titre, il s'avérerait, et ça on le sait bien, même si toutes les études n'ont pas été faites, ni ne sont pas exhaustives là-dessus, que les pesticides jouent un rôle énorme, ça se passe pour les êtres humains, je pense que ça se passe aussi pour les insectes adultes, sur le système de reproduction des mâles. Donc il se trouverait que certains mâles ne sont plus en état de féconder les reines d'une manière normale. Et au niveau des reines, bah évidemment, c'est la même chose. Hein. Si à l'état larvaire, quand elles consomment sa bouillie royale, celle-ci est confectionnée à partir de produits contaminés, on peut imaginer qu'elle ne va pas être très performante. Hein. C'est évident. C'est évident. Et hop, et là. Les résultats de toxicité des pesticides, bon, tout le monde les connaît. On sait très bien que les pesticides, bon, ils provoquent des mortalités immédiates, mais des désordres métaboliques, des désordres neurologiques, des désordres au niveau de la reproduction. Et ça, c'est connu depuis des éternités, depuis 30 ans, 40 ans. Moi, je me souviens avoir assisté à un congrès organisé par l'INRA et l'IUPP à, je ne sais plus où, à Bordeaux, ou enfin, il y a 20 ans, sur les effets des pesticides sur la reproduction. Tous les chercheurs qui sont venus à la barre, j'allais dire, qui travaillaient chacun sur une espèce différente, ont tous dit la même chose. Il y a des effets sur la reproduction. C'est indéniable. Soit directement, soit par le biais de modifications de métabolisme. À cela s'ajoute également, si vous voulez, le fait que la plupart de nos enfants sont contaminés par des polluants chimiques, dont on retrouve bien sûr les pesticides, enfin, l'ensemble des molécules CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dont en particulier les pesticides.